Bonjour, bienvenue dans l'émission Transmission. Aujourd'hui, notre invitée est Clara Sgart. Clara, vous êtes psychologue spécialisée en hypnose. Alors, quand on entend hypnose, on peut directement penser au spectacle de Mesmer, au fascinateur, au show. Mais vous, c'est dans un autre axe que vous pratiquez l'hypnose, c'est de manière thérapeutique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'hypnose en thérapie ? Alors, en thérapie, donc en fait, on est sur la même base, ça reste de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, c'est un état naturel, en fait, qu'on va induire chez la personne qui vient en séance, qui souhaite pratiquer l'hypnose pour régler un problème en particulier. Donc, c'est en ça que c'est différent, c'est que ici, on va vraiment cibler un objectif, une problématique, un symptôme, pour pouvoir ensuite, en hypnose, travailler dessus et aider la personne à aller vers un changement pour plus d'apaisement, en fonction de la problématique. Et quel type de problématique est-ce qu'on peut soigner avec l'hypnose ? Alors, on peut soigner différents symptômes, différentes difficultés. Je dirais, il y a déjà, ce qu'on connaît bien, c'est les phobies. Par exemple, avoir la phobie des araignées, avoir la phobie de prendre l'avion, la phobie d'être coincé dans un ascenseur, tout ce qui est phobie. D'accord. Ça fonctionne très bien. Et donc, ce qui va avec aussi, c'est tout ce qui est troubles anxieux, le stress, la gestion du stress, la gestion aussi des émotions. Et puis, on peut travailler aussi sur tout ce qui est addiction, troubles du comportement alimentaire, Et est-ce que cette pratique peut être accessible à tous ? Est-ce que tout le monde est sujet à l'hypnose ? Est-ce que tout le monde a cette sensibilité il y a un mot pour ça, de réceptivité, c'est ça ? Alors, en hypnose de spectacle, ici, effectivement, tout le monde n'est pas réceptif parce que en hypnose de spectacle, en général, c'est plutôt de l'hypnose autoritaire, alors que après tout dépend de la pratique de l'hypnothérapeute, mais ici moi la manière dont je pratique c'est vraiment selon Milton Erickson qui est un des pères fondateurs de l'hypnose thérapeutique, et ici on est dans un accompagnement plutôt personnalisé où la personne va vraiment être impliquée et donc il n'y a pas vraiment de résistance. Donc c'est accessible à tous. Voilà. Et vous parliez d'autorité qu'il peut y avoir lors d'un spectacle. Ici, est-ce que l'hypnose en thérapie peut avoir un danger ? Alors, il faut toujours, je dirais, rester vigilant, par rapport à la personne que vous consultez, que ce soit un médecin, un psychologue, etc. Il faut vraiment voir si le feeling passe, si la personne est bien formée. Après, il n'y a pas de risque si vous vous sentez en confiance avec la personne, qu'elle a bien identifié quel était votre problème, pour quelle raison vous venez. On va venir vous accompagner pour vous aider à atteindre votre objectif. En D'accord. fait. Et on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, même s'il y a une relation de confiance qui est installée. Est-ce que c'est possible que le patient change un état en lui qui à la base n'était pas volontaire ? Alors, l'idée en hypnose, c'est qu'on va travailler de manière dissociée. Donc, on va mettre la personne dans un état où elle est consciente de ce qui se passe et en même temps, il y a son inconscient qui va pouvoir s'exprimer un peu plus et qui va l'amener à comprendre peut-être des choses en elle et remettre en place justement des choses pour que ça aille dans le bon sens parce qu'elle est bien accompagnée. Et donc, je dirais que tout dépend vraiment de la personne qui accompagne. Il faut aussi que la personne qui vient en consultation soit relativement stable, qu'il n'y ait pas des gros troubles psychiatriques par exemple. Donc on va éviter de faire de l'hypnose avec des personnes qui sont déjà dissociées, comme des personnes qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité non stabilisée. Pour ces personnes-là, il y aurait un risque. Alors qu'elles restent peut-être dans cet état d'hypnose et qu'elles ne reviennent pas dans un état de plus proche de la réalité concrète. D'accord, donc ça c'est une des limites au niveau de l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres limites dans cette pratique ?
Mais je dirais, après, tout dépend de chaque praticien. Donc, moi, par exemple, je pratique que pour des adultes. Et voilà, ça va vraiment dépendre du ressenti. Il y a des personnes qui sont trop fragiles. Donc, quand on est dans une période vraiment où il y a, par exemple, un deuil ou une séparation, où on est vraiment au plus mal, ici, ça va pas forcément être le bon moment pour travailler la phobie de l'avion, par exemple. D'accord. Il faut quand même une certaine stabilité, mais ça, on peut aussi le travailler en hypnose, en fait. C'est-à-dire que on a une phase qui va être plus une phase de stabilisation avant la phase de traitement. Donc après, tout va dépendre. En fait, on va un petit peu reclarifier les objectifs, quoi. C'est-à-dire qu'une personne, si elle vient pour une phobie de l'avion, mais qu'elle est en pleine rupture et que c'est très compliqué, on va plutôt dire que faudrait peut-être travailler l'autre problème qui est plus présent là. Ok. Et comment se déroule une séance classique d'hypnose chez vous ? Alors déjà, au préalable, j'envoie un document que j'invite à lire, qui fait une page pour introduire à l'hypnose, pour expliquer la manière dont je pratique et ce que c'est l'hypnose. Ensuite, on commence à échanger justement par rapport à ce document, ou si la personne a des questions, si elle a des appréhensions aussi, c'est toujours important, de vraiment mettre à plat tout ce qui peut inquiéter éventuellement la personne avant de passer à la séance. Donc il y a toujours un temps de discussion avant, et puis il y a une anamnèse, ce qu'on appelle une anamnèse. Donc c'est vraiment le moment où on va poser différentes questions assez précises pour déterminer avec la personne quelle est la problématique et quel est l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Et après, du coup, on passe vraiment à la phase d'hypnose, où ça commence par une induction hypnotique. Donc c'est vraiment le moment où on va induire cet état modifié de conscience. Et une fois que la personne est dans cet état-là, alors on peut travailler l'objectif. D'accord, et vous parlez d'état modifié de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Comment est-ce que ça fonctionne, le mécanisme de l'hypnose, d'une manière un peu plus précise ? Oui, alors plus précisément, en fait, l'hypnose, c'est vraiment un état focalisé de l'attention. Donc, en fait, c'est un phénomène qu'on expérimente tous à différents moments de la journée. Donc, quand, par exemple, on plonge complètement dans un film qu'on est en train de regarder, parfois on dit même qu'on est hypnotisé par la télévision, par les écrans, et c'est pas complètement faux, en fait. Donc, c'est que à ce moment-là, notre cerveau, il est très focalisé sur quelque chose en particulier. Donc ça peut être effectivement un écran quand on est hypnotisé par les écrans, mais quand on parle d'hypnose thérapeutique, on va pouvoir être hyper focalisé sur déjà nos sensations corporelles, notre respiration, et puis après par des perceptions, des images, des sons, etc. qu'on va venir proposer, suggérer à la personne, et elle va finalement partir dans un état différent qui n'est pas un état de sommeil. Donc c'est vraiment comme un entre-deux. C'est l'état qu'on peut trouver avant de tomber dans le sommeil. Mais on reste éveillé à ce moment-là. Et chimiquement dans le cerveau, est-ce qu'il y a une modification qui s'opère ? Alors, chimiquement, je m'y connais pas spécifiquement, je pourrais pas dire concrètement ce qui se passe, mais effectivement, il y a des imageries cérébrales fonctionnelles qui montrent que l'état du cerveau n'est pas le même que dans un état de conscience qu'on dit ordinaire, classique, ou que dans l'état du sommeil. Donc c'est vraiment un état particulier. Et est-ce que cette technique est reconnue ? Elle est scientifiquement approuvée ? Alors au niveau de l'hypnose thérapeutique, c'est aujourd'hui, ce n'est pas, il n'y a pas on reconnaît pas le métier d'hypnothérapeute. N'importe qui, quelque part, peut se déclarer hypnothérapeute. Alors bien sûr, il y a des formations, donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner quand on consulte quelqu'un, voir quelle formation il a fait, etc. En revanche, il y a beaucoup d'études dans le milieu médical au niveau de l'hypnose concernant la gestion de la douleur, parce que on fait des opérations chirurgicales sous hypnose en partie ou totalement. Donc et donc là, ça
effectivement, c'est active prouvé. une partie anesthésiante du cerveau. Comment est-ce que c'est possible de ne plus pouvoir sentir pendant une opération? Alors, comment c'est possible? Là encore, je dirais, il y a un reportage qui s'appelle Ma voix t'accompagnera, qui est très intéressant, qui montre le quotidien d'anesthésistes qui pratiquent l'hypnose, justement. Donc moi, c'est pas mon domaine, je n'ai pas, j'ai pas travaillé à l'hôpital dans ce cadre-là. Oui. Mais en revanche, j'ai à l'hôpital, en gériatrie notamment, j'ai fait de l'hypnose pour soulager des douleurs. Et donc concrètement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on va venir détourner l'attention en fait dans le cerveau. Donc oui. Ça va finalement être un anesthésiant naturel qui va diminuer les sensations aux endroits qui nous font souffrir et peut-être augmenter des sensations à d'autres endroits là où on est confortable. Ok, donc la douleur peut varier, le seuil, en tout cas de sensibilité. Combien de séances est-ce qu'il faut, que ce soit pour traiter une douleur ou plutôt un problème psychologique, émotionnel? Combien de séances on estime de manière générale pour un patient? Alors l'hypnose, c'est considéré comme une thérapie brève, donc il y a... je dirais que moi, en moyenne, c'est entre 6-10 séances, mais encore une fois, c'est difficile de répondre de manière générale parce que voilà, parfois quelqu'un vient pour un problème et puis il y a peut-être un autre problème aussi à traiter ou voilà. Oui. Donc et puis on mixe, comme je suis psychologue, on va mixer avec des séances plus classiques d'accompagnement par la parole. Mais voilà, donc ça va être, je dirais, entre 6 et 10 séances. Et après, ce que je propose aussi, c'est des enregistrements. Donc pendant les séances, je vais enregistrer et la personne peut réécouter, notamment pour les douleurs. C'est ce que je peux faire. Comme ça, la personne peut réécouter quand elle a des douleurs. Et ça, c'est important. Et elle repart avec un outil thérapeutique. Voilà, oui. Donc on est avec Clara Sgar, psychologue spécialisée en hypnose. On va interrompre avec une courte pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, Clara, aujourd'hui? Alors, on va écouter Unstoppable de Sia. Ok, c'est parti. Alors, Clara, pourquoi ce choix de chanson, Unstoppable? Alors en fait, cette chanson, elle me booste. J'aime beaucoup au niveau du refrain, voilà, ce qui est dit en fait au niveau des paroles, elle est inarrêtable en fait, elle a une énergie de dingue, etc. Et en me penchant sur le reste des paroles de la chanson, je trouvais que c'était intéressant parce que pour moi, c'est un peu la métaphore de ce qui peut se passer aussi en thérapie. C'est qu'en fait, c'est ce qu'elle dit dans le refrain. Donc moi, c'est vrai, quand j'entends cette musique, ça me booste. Je me dis, c'est bon, aujourd'hui c'est une bonne journée, voilà, ça va bien se passer. Et ce qu'elle dit dans les couplets, c'est qu'en fait, elle s'auto-convainc de ça. En tout cas, elle veut avoir l'apparence d'une personne qui est inarrêtable, qui va bien, mais elle met ses lunettes de soleil et elle laisse couler une larme. Voilà, donc c'est plutôt quelqu'un qui n'assume pas ses émotions et qui ne veut pas montrer sa vulnérabilité. Et je trouve ça intéressant parce que voilà, les gens qui viennent au cabinet, ils déposent justement ces lunettes de soleil et ils peuvent laisser venir les larmes ou en tout cas venir voir ce qu'il y a au niveau des émotions à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup de personnes justement qui mettent ces lunettes solaires, ce filtre social pour juste paraître bien, paraître ok, que tout va bien dans leur vie et qu'au final, au fond, c'est autre chose? Est-ce que c'est au niveau de votre patientèle, vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma-là? Oui, je dirais que c'est quelque chose qui revient effectivement, où c'est difficile de se montrer vulnérable dans notre société. Et à partir du moment où la personne a un espace pour s'autoriser à l'être, ça lui permet de justement petit à petit aller mieux parce que d'accepter qu'il y a des choses qui sont là et qu'on peut travailler dessus et voilà, d'avoir une oreille attentive à ça. On est dans l'émission Transmission, donc qu'est-ce que j'ai à transmettre de mon vécu, de mon expérience personnelle ou professionnelle aux autres et quelle est la mission que je propose à chacun? Aujourd'hui, si vous aviez envie de transmettre quelque chose, faire passer un message aux gens qui vont nous écouter, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je dirais
de rester ouvert à la fois aux changements possibles dans la vie et aux rencontres, parce que parfois il y a des rencontres comme ça qui peuvent changer une existence, des personnes qui nous inspirent, donc sans être dans la comparaison où on va se rabaisser en se disant cette personne c'est incroyable ce qu'elle fait, j'en suis pas là. C'est plutôt de regarder justement des modèles peut-être qui nous inspirent et qui vont nous donner envie d'aller sur le même chemin. Ok. Est-ce que vous, personnellement, il y a une personne qui vous inspire? Il y a une rencontre qui vous a inspiré? Il y a beaucoup de rencontres qui m'ont inspirée. Je dirais que notamment, moi j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai commencé il y a 10 ans en fait, en sortant d'une école de commerce, et j'ai fait vraiment, je pense, des bonnes rencontres qui m'ont permis petit à petit, à la fois de me spécialiser en neuropsychologie, en faisant un stage, auprès d'une neuropsychologue, auprès de personnes âgées. Et ensuite l'hypnose qui est arrivée aussi dans ma vie suite à différentes rencontres, et notamment ma rencontre avec déjà le yoga, puis la méditation. Ok, donc c'est comme ça que l'hypnose s'est insérée dans votre vie et vous avez décidé d'explorer cette technique. Et est-ce que là, vous vous sentez pleinement à votre place en tant que hypnothérapeute et psychologue? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à accueillir des patients dans mes séances parce que l'hypnose, ça me permet à la fois d'être à l'écoute de l'autre et de moi-même aussi, de la créativité, de mon intuition, parce que aucune hypnose n'est similaire. Même si on va travailler la même chose, comme j'ai une personne différente en face de moi, qu'on est à un instant T, il y aura quelque chose de nouveau qui va se créer à ce moment-là. Oui. Et vous qui avez vécu ce changement professionnel, cette réorientation, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à une personne qui a des doutes sur son activité actuelle, qui se pose des questions, qui n'a peut-être pas l'audace de changer? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Justement, d'aller rencontrer des personnes qui pratiquent d'autres professions pour s'ouvrir, voir ce qui est possible et vérifier que ça pourrait nous plaire, en allant poser des questions aux gens. Et est-ce que il y a des difficultés que vous avez rencontrées pendant ce changement de parcours? Alors oui, forcément. Je dirais que la première difficulté, c'est que j'ai voulu continuer à travailler en parallèle. Donc j'étais à temps plein, je travaillais en marketing dans le secteur de la petite enfance et j'ai fait mes études donc à distance, et donc j'ai pris un peu plus de temps parce que il fallait caler un stage, donc je faisais ça sur mes congés. Ça a été je dirais au niveau du planning un peu plus difficile, Et en même temps, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Donc C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre. Comment ne pas trop en faire et garder ça. Et est-ce que justement vous avez quelque chose à côté qui vous permet aussi de souffler, de vous régénérer, parce que quand on est thérapeute, quand on est dans un métier de relation d'aide, on donne beaucoup de sa personne. Qu'est-ce qui, à côté, vous permet de balancer, si vous aviez un... Alors, je dirais déjà dans le cadre professionnel, je suis accompagnée, on est souvent accompagnée en supervision. Donc, j'ai un psychologue, justement, que j'ai rencontré en stage en 2015, qui est mon superviseur. Donc, une fois par mois, on peut débriefer de certaines situations. Il peut donner un éclairage. Ça nous permet aussi de prendre de la distance par rapport à ce qui se joue en thérapie. Donc dans le cadre professionnel, il y a la supervision, il y a aussi les collègues, des intervisions, on peut dire, de manière formelle ou informelle. Et puis sinon, dans la vie privée, moi j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, mouvement corporel aussi, donc j'aime faire de la danse, j'aime le yoga, j'aime marcher. Ça vous nourrit à côté de cette activité? Oui, et ça aussi, oui. Ok. Et est-ce que vous parlez de passions qui peuvent vous toucher, ou une prise de recul est plus difficile, ou peut-être qu'on peut s'identifier à quelques éléments d'une histoire? Quels outils vous mettez en place justement pour garder cette distance professionnelle, ou alors quand vous êtes touché par une situation, comment est-ce que vous gérez ça?
Alors, on a le droit d'être touché. On n'est pas des robots, donc on est des humains. Et je pense que c'est important aussi pour le patient de voir que l'histoire peut toucher. En tout cas, voilà, de pas balayer ça en disant c'est comme tous les autres patients. Oui, vous avez des problèmes. Bon, je pense que c'est important de rester ouvert à notre sensibilité. Après, c'est simplement d'avoir cette conscience, cette prise de conscience que là oui, peut-être qu'il faut faire attention à la projection, arriver au transfert, etc. Oui. Et ça, vous êtes aussi rodé à ça, j'imagine, en tant que thérapeute. Alors on y travaille, c'est tous les jours. C'est vraiment avoir la conscience déjà de ce qui se passe, de ce qui se joue. S'il y a quelque chose qui nous touche, de réfléchir à pourquoi. Et puis après, si tout seul on n'arrive pas à faire passer ça, alors on en parle en supervision. D'accord, c'est ça qui sert aussi. Oui, et donc ça, c'est au niveau de votre pratique professionnelle. Vous avez aussi transmis que les rencontres étaient importantes pour vous, qu'il fallait ne pas hésiter à oser faire un pas vers l'autre pouvant être une personne inspirante, en tout cas pour élargir nos horizons. Maintenant, si vous auriez une petite mission à confier aux gens qui nous écoutent, que ce soit appliqué dans leur vie de tous les jours ou pour eux, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme mission ? Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Et je pense au dernier accord, justement, enfin le 4e, parce qu'il y en a eu un 5e ensuite. Mais le 4e, c'est toujours faire de son mieux. Et toujours faire de son mieux, c'est ni plus ni moins, en fait. C'est vraiment prendre conscience de, ok, en ce moment présent, c'est quoi le mieux que je peux faire, et en fonction de mon environnement, de mon état physique, de mon état mental, psychologique. Voilà, c'est vraiment être bienveillant envers soi-même et ne pas être dans la lutte en fait, ni dans le regret ou la culpabilisation si on n'a pas fait les choses. Et pour ça, je dirais plus concrètement, ce que je propose souvent à mes patients, pour moi c'est vraiment la base, c'est de faire la météo intérieure. Donc de se demander, ok, là maintenant, comment est-ce que je me sens ? Que ce soit au niveau d'une émotion, si on arrive à mettre des mots, parfois c'est difficile de mettre des mots. Donc ça peut être aussi au niveau des sensations physiques, ou alors se dire comment je me sens là, si c'était une couleur ou si c'était une forme, une image, voilà, qu'est-ce que ce serait ? Oui. Et vous avez souligné la nuance, la subtilité, en tout cas ni plus ni moins. Aujourd'hui, dans une société, on est toujours sans cesse incité à faire le maximum, à produire plus, à être plus efficace. Comment est-ce qu'on peut apprendre à mettre ses limites pour ne pas tomber non plus dans un épuisement, faire son mieux, oui, mais à quel prix ? C'est ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment revenir à à la fois la météo intérieure, donc c'est vraiment comment je me sens maintenant, et en même temps faire le lien avec quels sont mes besoins et quelles sont mes envies. Et c'est en faisant un peu ce mix-là, donc trouver cet équilibre de ok, est-ce que là maintenant, je sais pas, je dis par hasard, est-ce que c'est le moment que j'aille faire les courses, est-ce que y a encore des choses à manger dans le frigo, oui ou non, ça peut peut-être attendre demain, en fait j'aurais passé une bonne nuit et voilà. Oui. C'est toujours se questionner en fait en restant bienveillant envers soi-même sans tomber dans la paresse ou oui. Et justement, on a parlé de la possibilité d'en faire trop, et quand on n'en fait pas assez, ça convient très bien à certaines personnes et parfois c'est nécessaire, il faut se relâcher. Mais quelqu'un justement qui a du mal à trouver une motivation, qui a du mal à être animé par quelque chose, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui ? D'aller chercher, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé dans cet état-là. Il y a peut-être une succession d'événements, de déceptions, essayer d'identifier en fait depuis quand la personne vit ça, et peut-être de comprendre pourquoi et de voir si on peut faire quelque chose pour ça. D'accord. Et est-ce qu'il faut absolument consulter, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes d'aide ? Non, il faut pas absolument consulter. Je pense que il faut aussi voir comment est-ce qu'on est entouré, voir si des personnes peuvent avoir aussi une oreille attentive dans l'entourage. Et puis parfois on n'a juste pas envie de parler, on a envie aussi de se détendre, d'aller à un concert, d'aller faire du sport. Enfin voilà, tout est possible. Après, il faut pas que ce soit une fuite. Donc faut arriver aussi à savoir. C'est toujours une question d'équilibre, vraiment. Ouais.
Donc, à un moment, si on sent qu'on n'arrive pas à s'en sortir tout seul ou avec nos proches, en faisant les activités qu'on aime, je dirais que oui, c'est bien de consulter. Et après, ça peut être déjà consulter son médecin traitant et voir ce qui... ça peut être un premier pas. Voilà, parfois, ça peut être le sommeil qui fait que ça détraque le reste. Hein. Donc, il faut aussi retourner à la base, le sommeil, l'alimentation. Est-ce que au niveau biologique, tout fonctionne ? Et une fois qu'on a vu ça, alors peut-être qu'on peut aller voir au niveau psychologique ce qu'il y a. Ok, merci beaucoup Clara. On était avec Clara Sgar, psychologue spécialisée en hypnose. On a vu les bienfaits de l'hypnose, quelles étaient les possibilités, face à quelle pathologie on pouvait faire appel à l'hypnose. Clara nous invite aussi à oser les rencontres. Les rencontres peuvent être source d'inspiration, donc allons les uns vers les autres. Elle nous rappelle aussi les 4 accords Toltec qui, elle, lui parlent, et particulièrement celui de faire de son mieux tout en gardant un juste équilibre. Tout à fait. Merci beaucoup Clara d'être venue aujourd'hui. On était dans l'émission Transmission sur RCF.